Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Untranoï. Au programme, entretien avec la présidente, le dossier avec Franck Notary, actualité avec Thomas Brézot, esprit des lois avec Franck Julien et billet d'opinion. Madame la Présidente, bonjour. Ravi de vous accueillir, Monsieur Bonilla, au sein du Conseil national. Merci beaucoup. Alors que ce sont les vacances pour un grand nombre de personnes, le Conseil national est actif avec un grand nombre de dossiers. Absolument, nous avons des dossiers très importants, c'est le moins que l'on puisse dire en ce moment. Nous avons des dossiers à la fois sur l'Europe, à la fois sur Monéval et à la fois sur l'ensemble des dossiers que nous étudions dans le cadre de notre programme politique que nous avons proposé au Monégasque le 5 février dernier. Alors, commençons avant d'évoquer cette séance législative par l'actualité récente avec la présentation par le gouvernement de son étude d'impact à propos d'un éventuel accord d'association avec l'Union européenne. Oui, nous avons eu une présentation, effectivement, il y a à peine 2 jours par le gouvernement dans le cadre d'une commission plénière d'études. Je vous avoue que cette présentation nous a confortés dans l'aspect que nous avions de ce futur accord d'association. Nous sommes déterminés à être eurosceptiques. Nous le sommes encore plus depuis cette présentation. Il y a de nombreux points qui ont été développés. Mais d'après moi, les principaux ne l'ont pas été et n'ont toujours pas été étudiés dans le cadre de cette étude d'impact. Je veux citer de façon au titre d'exemple, la Constitution monégasque n'a pas été étudié, le rôle social à Monaco aussi de l'État monégasque vis-à-vis des Monégasques, et un troisième exemple qui est tout aussi significatif, les monopoles qui n'ont pas non plus été étudiés. Donc vous voyez un petit peu dans les grandes lignes les 3 sujets principaux pour lesquels nous sommes totalement investis au Conseil national et qui, dans le cadre de cette étude, n'ont pas fait l'objet d'aucune préconisation ni d'aucun ressenti de la part des personnes qui sont venues nous les présenter. Oui, c'est pour cette raison que vous êtes, vous l'avez dit, eurosceptique ? Nous sommes eurosceptiques, oui. Le Conseil national a lancé sa propre étude qui sera connue au début de la rentrée, c'est-à-dire début septembre. Nous sommes eurosceptiques parce que nous aurions aimé que d'autres points essentiels eussent été envisagés, voire étudiés. Là, ce n'est pas le cas. Nous avons ouvert différents pôles avec la commission qui s'occupe de cette étude, dont le président est Régis Bergonzi. Nous avons reçu l'ensemble des acteurs qui constituent notre société en principauté de Monaco. Nous avons eu près de entre 30 et 50 entretiens pour justement recevoir au Conseil national toutes ces personnes qui, de près ou de loin, étaient concernées par éventuellement ce futur accord d'association. Donc voilà des aspects positifs, parce que là, nous avons des preuves tangibles de ce que la population monégasque résident tienne particulièrement à voir reflété dans cette étude d'impact. Alors vous avez effectivement, vous le dites, vous lancez votre propre étude. Pourquoi l'étude là, que le gouvernement vous a présentée ne vous a pas convaincu ? Pas du tout. Elle ne nous a pas du tout convaincus. Elle reflétait que certains aspects, surtout financiers, avec des graphiques que je n'ai pas encore saisis aujourd'hui, des notions qui étaient complètement abstraites, qui ne reflétaient pas ce que nous vivons, nous, résidents et monégasques au quotidien dans la principauté de Monaco. Donc je ne suis pas du tout convaincue, mes collègues aussi, d'ailleurs nous l'avons dit dès le lendemain au travers d'un communiqué de presse. Et pourtant ce sont des experts qui ont fait ces études. Ce sont des experts, mais je crois qu'ils sont bien loin des réalités que nous vivons en principauté de Monaco. Moi je veux des réalités tangibles qui touchent les familles monégasques, qui touchent les résidents, qui touchent notre vie au quotidien. Là on n'y était pas du tout. Abordons donc un aspect particulier de ce dossier. Je parlais de nos relations avec la France, parce qu'avec ce dossier européen, on en oublie nos relations peut-être avec la France. Oui, nos relations sont très fortes avec la France. Nous avons fait un déplacement avec beaucoup d'élus à Paris, bien sûr, au Sénat, où nous avons rencontré le président Larcher et où nous avons eu l'opportunité, avec un homme formidable, de lui présenter, ainsi qu'aux sénateurs qui étaient présents, tout ce que nous envisagions pour Monaco et tous les liens qui unissaient la France et Monaco au travers de beaucoup de choses et qui ne mesuraient pas du point de vue de Paris. Donc nous leur avons fait la démonstration de rentrer dans la réalité de ce que nous vivons à Monaco. Nous sommes revenus avec tout aussi satisfaits parce qu'enfin ils ont pris la mesure de ce qu'eux aussi pouvaient perdre. La France, je parlais, bien sûr. Bien sûr. C'est ce que vous retenez de ce voyage au Sénat ? Oui, je retiens beaucoup de choses. D'ailleurs, nous allons en parler
futur, hein, bien sûr, dans l'interview qui va suivre avec le président Notari, mais je crois que nous retenons beaucoup d'aspects, tant au niveau social qu'au niveau de la priorité d'emploi, qu'au niveau des conventions bilatérales et qu'au niveau des échanges que nous devons absolument avoir avec nos interlocuteurs parisiens. Très important. Alors vous avez presque fait mon travail, hein. Vous avez lancé la rubrique de Fabrice Notari. Je propose de l'écouter. On écoute donc le président de la Commission des Relations extérieures. Des relations fortes interparlementaires avec les voisins les plus proches, on va dire la France et l'Italie par exemple, sont très importantes. C'est aussi au-delà avec les petits pays qui nous concernent aujourd'hui pour l'accord avec l'Europe, donc Andorre et Saint-Marin. Donc nous avons des groupes d'amitié qui nous permettent de nous retrouver et de pouvoir discuter librement des sujets qui nous concernent. Alors, la dernière visite au Sénat que nous avons effectuée nous a permis effectivement de nous retrouver, puisque c'était des nouvelles équipes qui pouvaient enfin se rencontrer. Et surtout, c'était très important parce que nous avons pu avoir une discussion très fructueuse sur le logement, par exemple, des pendulaires et, bien sûr, les accès à Monaco à travers une mobilité accrue. Nous avons aussi abordé des sujets, bien sûr, sur l'accord en vue avec l'Europe. Donc, nous avons pu obtenir justement un soutien de nos collègues sénateurs qui est le bienvenu dans la négociation que nous avons avec l'Europe. Cette visite s'inscrit dans le cadre des échanges réguliers entre le Sénat et la Principauté de Monaco, dont les liens avec la France sont si étroits, en particulier pour nos concitoyens du département des Alpes-Maritimes qui y travaillent quotidiennement nombreux. Cette visite aura permis d'évoquer les nombreux sujets intéressant directement les relations franco-monégasques, en particulier le logement, les transports, l'environnement. L'environnement dans le domaine dans lequel la Principauté est à l'avant-garde, mais aussi des négociations avec l'Union européenne pour la conclusion éventuelle d'un accord d'association. Nous souhaitons à nos amis monégasques de fructueux échanges en formulant le vœu que cette session de travail interparlementaire contribue à renforcer davantage les relations entre nos deux États. Effectivement, le président Larcher s'est engagé à nos côtés en considérant que la France pouvait être vraiment un soutien et que peut-être, compte tenu des relations bilatérales que nous avons avec la France, qu'il faut que nous maintenons fortes, compte tenu qu'ils ont aussi un petit peu perdu de souveraineté avec l'Europe, puisque l'Europe maintenant prend en charge directement certains sujets. Les deux font qu'effectivement, le président Larcher était très de notre côté, si on peut dire, pour pouvoir nous soutenir et nous soutenir dans la négociation avec la Commission européenne. Les relations interparlementaires sont aussi, ne concernent pas simplement les groupes d'amitié que nous avons, mais aussi chaque fois que nous faisons une mission à l'étranger, que ce soit dans le cadre de la PCE ou de l'UIP par exemple, puisque à cette occasion-là, nous avons la possibilité de nous rencontrer, de voir d'autres pays peut-être plus éloignés, mais qui ont des relations, par exemple à travers les aides que Monaco apporte dans certains pays. Il est très utile de pouvoir justement avoir un retour sur les actions que la Principauté de Monaco mène à l'étranger. Alors Monaco a un rôle de leader. C'est en fait à l'initiative de l'ancien président Stéphane Valéry qu'a été organisée une réunion de tous les présidents de parlement des petits États. Et donc, de par cette initiative de l'époque, les petits États se sont toujours réunis et peuvent discuter entre eux de leurs problèmes respectifs, mais surtout faire un peu bloc face aux grands pays en présentant une unité dans certaines décisions. Alors, il est très important d'avoir des relations interparlementaires fortes, ne serait-ce que parce que nous sommes très courtisés, puisque nous représentons une voix à l'ONU,
Et donc, dans certains cadres, dans certaines votations, il est important que la voix de Monaco puisse s'exprimer. Et à travers donc, les relations que nous avons avec tout un tas de pays, les petits pays, mais aussi les grands pays, cela permet d'échanger et d'avoir des prises de position importantes lors, par exemple, je vous disais, par exemple, du vote à l'ONU ou d'autres instances internationales. Fabrice Notary a évoqué la question du logement pour les salariés dans les communes avoisinantes. La question du logement des Monégasques est toujours une priorité pour le Conseil national ? Bien sûr, une priorité absolue depuis 20 ans. D'ailleurs, avec mon prédécesseur, nous en avons fait à chaque fois, à chaque début de mandat, la priorité absolue. Il en va de même, d'ailleurs, pour ce mandat, puisque nous avons dès la rentrée une commission d'attribution des logements domaniaux, plus exactement vers le 11 septembre, qui déterminera l'attribution de nouveaux logements domaniaux pour certainement quelques mois après. Nous avons d'ailleurs visité, avec le gouvernement, qui a bien voulu nous faire visiter deux immeubles qui ont récemment été... Un est terminé, l'autre ne l'est pas encore. Il s'agit du Palais Honoria, pour le premier, où il y a eu déjà le recollement et qui va pouvoir être donné aux Monégasques. Et le deuxième, c'est la Tour Reseda, dans le Testimonial 2. Nous sommes absolument très satisfaits des logements. Ils sont d'une qualité vraiment exceptionnelle. Ils sont complètement aménagés et donc nous en sommes vraiment ravis pour les Monégasques qui vont pouvoir bénéficier de ces attributions. Alors certains pourraient penser que le Conseil national est concentré uniquement en ce moment sur les dossiers Europe et Monéval. Qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre ? Alors, pas du tout, parce que nous avons convenu au début de notre mandat d'un comité de suivi des travaux législatifs avec le gouvernement. C'est-à-dire que chaque fois qu'une session se termine, par exemple pour la session de printemps, nous l'avons terminée le 30 juin, nous nous sommes réunis avec le gouvernement la semaine dernière pour justement envisager les textes qui seront proposés à la prochaine session, c'est-à-dire la session d'automne. Parmi ces textes, nous en avons de très importants, notamment 2 textes sur le RGPD, une proposition de loi sur la rupture conventionnelle et nous avons également d'autres textes en vue. A priori, nous allons voter entre 6 et 10 textes dans la prochaine session parlementaire du mois de l'automne prochain, du moins. Venons-en peut-être avant cela à la séance publique de ce lundi. Nous sommes actuellement dans les dernières heures de la session extraordinaire. En quoi était-ce si urgent comme ça de voter ces textes ? Alors, il s'agit du deuxième projet de loi que nous appelons couramment le blanchiment 2, puisque nous avons voté fin du mois de juin, mi-juin, pardon, pas fin du mois de juin, le texte, le projet de loi blanchiment 1. Là, nous en sommes au deuxième texte qui nous appartient de voter. Nous allons le voter, comme vous venez de le dire, lundi soir. Ce texte est important parce qu'il s'agit de traiter là les fondations, les associations, la société civile, l'inscription au registre de commerce, donc tous des termes et toutes des notions qui n'ont pas été envisagées ni réétudiées depuis maintenant près de 15 ans. Donc en un texte qui est très lourd, qui comporte plus de 130 articles, nous allons revoir l'ensemble de ces notions pour justement donner la possibilité au gouvernement d'agir sur l'effectivité de ce texte. Parce que comme vous le savez, Monéval veut bien sûr que les textes soient votés, mais ensuite ils veulent constater l'effectivité de chacun de ces textes au travers des mesures qui sont préconisées dans le projet de loi. Donc voilà pourquoi cette séance publique est très importante. Elle va engager bien sûr le Conseil national, l'ensemble des élus. C'est une session publique extraordinaire. Nous en sommes au dernier jour parce que nous avons voulu profiter de l'ensemble des journées que nous avions ouvertes pour la session pour pouvoir étudier ce texte. Justement, la question Monéval revient depuis novembre dernier. Vous aviez été assez mécontente de la gestion du dossier. Y a-t-il eu des améliorations ? Absolument pas. C'est même pire. Je dois dire que lorsque nous avons eu une séance qui a été très difficile au mois de novembre dernier, où nous avons voté entre 6 et 7 projets de loi, nous avions dit plus jamais on va revivre ça. Il faut mettre une méthode de travail. Cette méthode, nous l'avons mise en œuvre, bien sûr, puisqu'on a préconisé des réunions techniques avec les juristes et des réunions politiques. On s'est retrouvés hier à vouloir tout annuler et repartir à nouveau sur l'étude du projet de loi parce que la partie politique ne validait pas la partie technique. C'est absolument inadmissible, d'autant plus que nous en étions à la validation de rapports. Donc on doit tout reprendre en commission de législation pour revoir au moins 14 points qui avaient été validés. Donc ce n'est pas possible, c'est intenable. Madame la Présidente, merci. Merci, Monsieur Bonilla.
Sur ce texte, Monéval, voté ce lundi à 17 h en séance publique, je vous propose d'entendre le président de la commission de législation, Thomas Brézot. Suite au dépôt du rapport Monéval au mois de janvier 2023, plaçant Monaco sur la liste des pays sous surveillance, la principauté de Monaco a engagé un processus de mise en conformité de ces dispositions législatives afin d'éviter d'être placé sur la liste grise des pays non coopératifs à l'issue de cette période d'évaluation qui aura lieu au printemps 2024. Donc, dans ce contexte-là, le Conseil national votera lors de la séance publique extraordinaire du 31 juillet prochain le deuxième projet de loi qui a été soumis au vote des élus, qui est destiné justement à cette mise en conformité dans le cadre de cette évaluation Monéval. Dès le début de la mandature, dans le cadre des travaux du comité de suivi des travaux législatifs, le gouvernement avait exprimé la nécessité que le Conseil national vote 4 projets de loi avant l'été, afin de lui permettre par la suite de mettre en œuvre ces différentes lois qui font l'objet d'un contrôle et d'un suivi quant à l'effectivité de la législation monégasque par le GAFI. Donc, il y aura un contrôle sur la conformité de la législation et ensuite un contrôle sur l'effectivité. D'où la nécessité de voter ces lois en urgence et avant l'été. Même si à ce jour, le gouvernement n'a déposé que 2 projets de loi. Donc nous avions la nécessité de voter ces textes en urgence. Nous avons repoussé la date à l'extrême limite de cette session extraordinaire, dans la mesure où le texte, le projet de loi, ne nous a été déposé qu'à la fin du mois de mai, il y a à peine 2 mois. C'est un texte particulièrement volumineux, particulièrement technique, qui comporte 130 articles et qui, à mon sens, ne tiennent pas compte des réalités et dans lequel on ne retrouve pas l'équilibre qui est nécessaire entre, d'un côté, l'harmonisation des législations avec les recommandations Monéval et les recommandations du GAFI et les nécessités pratiques auxquelles sont confrontés les administrés en Principauté de Monaco et notamment les professionnels ou les particuliers, notamment pour ce qui se concerne ce projet de loi dans le cadre de la création des sociétés en Principauté de Monaco. Nous avons procédé quasi intégralement à la réécriture du texte pour justement parvenir à cet équilibre. Je pense que le gouvernement s'appuie notamment sur un cabinet de consultants qui les conseille justement dans la mise en œuvre de cette conformité, mais qui ne connaît pas les pratiques locales, ce qui nécessite effectivement d'adapter les projets de texte en tenant compte des recommandations, mais en tenant compte aussi des aspects pratiques qui existent en Principauté de Monaco, et notamment les spécificités monégasques, qui résulte notamment du régime d'autorisation des sociétés en Principauté de Monaco, ce qui n'existe nulle part ailleurs en Europe. Dès l'examen de ce projet de loi, nous avons pu constater que les sanctions qui étaient proposées étaient totalement inadaptées. Les pratiques également et les pouvoirs qui étaient donnés à certains services de l'administration étaient aussi démesurés. On avait par exemple la direction de l'expansion économique qui pouvait aller au domicile des particuliers pour contrôler l'effectivité d'une activité d'une société civile immobilière dont la majorité d'entre elles, l'objet de ces sociétés est de détenir un bien, que ce soit en Principauté de Monaco ou même ailleurs. Quelle est la nécessité, et c'est la question que les élus se sont posés, quelle est la nécessité pour l'administration de disposer de tels pouvoirs qui sont supérieurs aux pouvoirs de la police en enquête préliminaire, de pouvoir se rendre au domicile des gens sous peine de sanctions pénales pour pouvoir contrôler des informations qui concernent une société civile ou même l'effectivité de son objet social. Ce sont des pratiques totalement démesurées sur lesquelles le Conseil national s'est montré particulièrement vigilant afin d'encadrer ces pratiques. Un autre exemple, c'est l'amende qui était prévue pour l'obligation d'apposer le numéro du répertoire du commerce et de l'industrie sur le papier en tête ou une facture d'une société qui était réprimée par une amende pouvant aller jusqu'à 9 000 € prononcée par le tribunal correctionnel. C'est totalement démesuré. C'est en ce sens que le Conseil national a été contraint d'être particulièrement vigilant et d'imposer son point de vue sur ces aspects-là, afin de retrouver quand même un équilibre entre les enjeux de ce suivi monéval et effectivement la réalité pratique et l'attractivité de la place monégasque, tout comme sa sécurité du droit des affaires, du droit des sociétés, qui est primordial pour se montrer attractif en principauté et continuer à attirer des investisseurs. S'agissant des acteurs économiques,
les pratiques vont nécessairement changer, des nouvelles obligations seront mises à leur charge, que ce soit pour les sociétés commerciales, pour les sociétés civiles. Il y aura des nouvelles mesures à prendre. Les sanctions qui seront appliquées seront également plus dissuasives, afin notamment, et c'est la nécessité première de ce deuxième projet de loi, c'est de ce que les informations dont dispose l'administration en Principauté de Monaco disposent d'informations qui sont exactes, actuelles et adéquates pour justement s'assurer de la bonne conformité des informations contenues dans les registres qui sont soumises ensuite à l'examen dans le cadre des obligations anti-blanchiment par les assujettis. Le gouvernement nous a annoncé le dépôt de 2 projets de loi, un qui est imminent et sur le point d'être déposé, donc le 3e projet de loi qui concerne notamment la procédure pénale, et un 4e projet de loi est également annoncé vraisemblablement à l'automne et contiendra un certain nombre de dispositions diverses et variées dans le domaine qui touche Moneval et qui n'auront pas pu être couverts par les 3 premiers textes. Nous espérons que dans le cadre de ces 2 prochains textes, le gouvernement aura tenu compte de l'approche du Conseil national pour leur élaboration et des discussions que nous avons eues où il faudra effectivement tenir compte de ces réalités-là et davantage tourner vers les administrés plutôt que du côté du gouvernement et tenir compte des réalités et des enjeux économiques aussi du pays et pas uniquement l'objectif Moneval et l'objectif d'éviter la liste grise. Si demain cet objectif-là n'est pas rempli, à quoi bon sortir des listes grises si l'attractivité de la Principauté de Monaco est totalement anéantie et que plus personne ne peut venir ou n'aura envie de venir s'installer en Principauté de Monaco. Tout l'enjeu de ces textes est là et c'est ce que s'efforce à faire le Conseil national, l'ensemble des élus lors de l'étude et l'examen de ces textes-là pour parvenir à cet équilibre justement entre les objectifs qui nous sont imposés par Moneval et cette attractivité de la place monégasque qui reste primordiale. Pour en savoir plus sur ce texte, rendez-vous ce lundi à 17h pour la dernière séance publique de cette session extraordinaire. Le calendrier législatif avance. Voici notre rubrique L'Esprit des lois avec le président de la Commission des finances et de l'économie nationale, Franck Julien. Alors c'est vrai que nous avons voté récemment le projet de loi 1048 portant sur diverses dispositions fiscales. En fait, au moment de sa création, au moment où il a été conçu, c'était pendant la crise Covid. Donc il y avait un vrai besoin de pouvoir réalimenter les caisses de l'État et notamment sur toute la partie fonds de réserve constitutionnelle. C'est pour ça que le gouvernement avait conçu ce projet de loi. Donc évidemment, à ce moment-là, le tourisme était dans une période de crise, donc il n'avait pas été intégré une contribution touristique telle que cela a été finalement voté. Donc on estime que ce projet de loi permettra de créer de nouvelles recettes pour l'État de l'ordre de 15 millions d'euros par an, ce qui devrait permettre de combler, je dirais, le récent appel de fonds que l'on a fait sur le fonds de réserve constitutionnel en peu près entre 6 à 8 ans, en fonction des résultats que l'on obtiendra annuellement. Donc cette contribution touristique est nouvelle, elle existe dans de nombreux endroits. Vous l'avez probablement tous expérimenté un jour en partant en voyage. Elle n'existait pas à Monaco. On la mettra en œuvre à partir du début de l'année prochaine. En revanche, il y a un point positif dans cette loi. Enfin, il n'y en a pas qu'un, outre le fait qu'elle amène évidemment de nouvelles contributions et donc de nouveaux apports. On a baissé les taxes concernant les augmentations de capital. On a estimé que c'était indispensable pour permettre d'améliorer notre attractivité. Et désormais, les augmentations de capital seront faites d'une manière non plus proportionnelle, mais à un taux flat, un taux bas de 50 € par augmentation de capital. Non seulement ça va faciliter la vie des entrepreneurs qui cherchent à augmenter leur capital pour faire face soit à des besoins de trésorerie ou principalement pour porter de nouveaux projets, mais cela permettra aussi d'être beaucoup plus attractif vis-à-vis d'investisseurs étrangers qui veulent investir dans des sociétés monégasques. 2 billets d'opinion à présent dans cette émission avec Roland Mouflard et Jade Aurélia.
les élus de l'Union s'étaient engagés à proposer des solutions concrètes aux problématiques des entrepreneurs monégasques. En premier lieu, on a proposé de créer la société unipersonnelle à responsabilité limitée. Parce qu'il existe aujourd'hui un vide entre la société en nom personnel et la SARL, et il fallait créer une solution intermédiaire qui peut intéresser aussi bien les commerçants que les SARL, qui ont 2 associés mais qui préfèrent en avoir qu'un. On a souhaité offrir une solution pragmatique au gouvernement par le biais de cette proposition de loi. On a également fait une proposition de loi pour créer les SIMA, les sociétés d'innovation monégasques par action, dont l'objectif est de proposer une solution aux start-upers qui ont été incubés au Monaco Tech ou qui souhaitent se lancer ailleurs et qui ont des besoins tout à fait spécifiques pour faire des levées de fonds. Et cette proposition de loi, elle propose entre autres de dématérialiser l'ensemble de la vie sociale de la société pour être beaucoup plus efficace. Elle propose aussi des solutions pour des levées de fonds. Et enfin, elle diminue le prix des augmentations de capital. Avec cette proposition de loi, l'objectif du Conseil national, c'est pousser le gouvernement à réaliser le manque qu'il y avait au-delà du Monaco Tech pour permettre à ces entreprises, pour inciter ces entreprises à rester à Monaco, croître, faire de l'emploi et développer l'économie locale. Donc ces 2 propositions de loi ne sont que le début de notre action du côté de la Commission des finances et de l'économie nationale, parce qu'évidemment, il y a encore beaucoup de travail, en particulier sur la simplification de la création d'entreprises et de la vie d'entreprise à Monaco. On veut vraiment continuer de travailler pour aller vers le choc de simplification dont on a tant parlé pendant la campagne. Alors moi, ce que j'aimerais aujourd'hui, c'est pouvoir imaginer, visualiser notre principauté, notre territoire dans ses futurs et dans 3, 5, 10 ans, pourquoi pas. J'ai l'impression qu'on subit en permanence notre territoire. On est toujours dans une urgence totale, pénurie de logements, saturation des réseaux, embouteillage, manque d'infrastructures. On construit de manière frénétique, on dépense énormément d'argent, rapidement, sans forcément poser le pour, le contre, à se retrouver à devoir faire des projets dans tous les coins. Et pour ça, justement, on subit un petit peu l'opportunisme des acteurs privés qui viennent s'insérer en fait dans cette urgence, qui le voient et qui viennent nous proposer des choses, et on se retrouve parfois un petit peu acteurs ou réactionnaires de ces propositions. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'on puisse planifier, penser, anticiper des choses qui sont souvent prévisibles. Le nombre de logements, l'attractivité que notre bassin d'emploi va générer, la mobilité que cela va amener, c'est des choses qui sont prévisibles. Donc j'aimerais qu'on puisse avoir une stratégie réelle, territoriale, pour anticiper 3, 5, 10 ans, pour savoir où on va. Cette stratégie, elle sera ajustée, bien évidemment, au quotidien, enfin en tout cas annuellement, mais au moins elle nous donnera une ligne directrice, savoir où on va, sans dépenser à tout va pour combler. Aujourd'hui, pour se traduire plus facilement, c'est lorsqu'on crée un immeuble de grand étage ou lorsqu'on densifie un quartier, combien il nous faut de places de parking, combien il nous faut de crèches, combien d'espaces de livraison, quels sont les espaces commerciaux et de proximité à prévoir, quelle est la fluidité de la mobilité à faire, quel est le nombre de liaisons à créer. Tout ça me semble des choses simples et j'aimerais qu'on reprenne effectivement la main sur notre territoire sans la perdre comme on l'a pu l'avoir ces dernières années, il me semble. Pour cela, comptez sur nous au Conseil national pour leur demander d'être proactifs plutôt que réactifs. Et effectivement, lors des débats budgétaires ou lors des différentes CPE et discussions qu'on peut avoir avec le gouvernement au travers de la Commission de l'environnement, de pouvoir, et de la volonté de notre présidente évidemment, de pouvoir être force de proposition et d'accompagner le gouvernement dans ces démarches. Rendez-vous ce lundi à 17h pour la séance publique. On se quitte avec quelques images du MC Summer Concert co-organisé par le Conseil national, le gouvernement et la mairie. Et la cérémonie en l'honneur des titulaires monégasques de mention au bac 2023. Je vous dis au revoir et passez de bonnes vacances.